Horia Boutelja est avec nous pour un entretien exclusif. Le 6 octobre dernier, elle claquait la porte du Parti des indigènes de la République qu'elle avait cofondé avec d'autres militants en 2005. Aujourd'hui, elle nous en dit plus et nous livre sur Mizane TV les raisons de son départ. A tout de suite. Horia Boutelja, bienvenue sur Mizane TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors donc, alaykoum salam. Donc vous êtes une militante politique, vous êtes la cofondatrice du Parti des indigènes de la République, avec d'autres militants. D'ailleurs, on peut peut-être citer quelques noms pour ces... Ah oui, au départ, en 2005, lors de l'appel des indigènes de la République, il y avait Sadri Chiari, qui est un militant tunisien, qui était un exilé à l'époque et qui nous a accompagnés dans cette aventure. Il y avait Youssef Boussouma, qui est plus connu en France dans le milieu pro-palestinien. Il y a Mahdi Maftah, qui est un militant issu d'immigration, qui lui vient du Maroc et qui est venu tardivement en France, mais qui est aussi un militant de la première heure. Et puis il y avait également de nombreux militants issus de la mouvance Une école pour tous et toutes, qui était donc ce collectif qui s'était créé à l'époque pour se mobiliser contre la loi dite sur les signes religieux et qui en fait était une loi islamophobe, celle du 15 mars 2004. Exactement. Voilà. Et vous êtes aussi l'auteur du livre intitulé « Les Blancs, les Juifs et nous » vers une politique de l'amour révolutionnaire qui a paru aux éditions La Fabrique. Voilà, donc, alors Horia Boutelja, vous avez annoncé le 6 octobre dernier dans une publication sur votre compte Facebook, votre départ du Parti des indigènes de la République. Alors cette annonce a été une surprise, hein, ça a été une vraie surprise, en tous les cas pour moi, qui suit un peu cette actualité. Vous avez fondé ce parti, vous l'avez cofondé, vous avez été sa vitrine médiatique, sa porte-parole. Alors la première question que je voulais vous poser, tout naturellement, c'était pourquoi avez-vous décidé, finalement, avec d'autres militants d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule, de quitter le Parti des indigènes de la République? Alors, je vais d'abord commencer par corriger une expression. Vous avez dit tout à l'heure, elle a claqué la porte du pire. C'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de dissension interne. Il s'agit surtout d'une décision qui est en rapport avec l'extérieur, l'extériorité, l'hostilité envers le pire qui va grandissant d'année en année. Et avec un certain nombre de militants du pire, on se rend bien compte qu'on est aujourd'hui devant un mur, en fait, qui nous empêche d'avancer. Voilà. Pour moi, un outil politique comme celui du pire, je ne veux pas être de ceux qui fétichisent les organisations politiques. Pour moi, une organisation politique, c'est un outil qui nous aide à avancer. À partir du moment où je fais l'analyse qu'on ne peut plus avancer, qu'on fait du surplace, eh bien, je dis au revoir, tout simplement. Et là, j'ai pas de problème pour partir et réfléchir à comment on fait autrement. Là, c'est vraiment un problème d'hostilité extrême qui vient de l'extérieur. Alors, cette hostilité, vous l'attribuez j'allais dire au personnel politique, à la figure que vous incarnez et avec d'autres, ou sur la ligne elle-même, parce que finalement, le Parti des indigènes de la République existe toujours, il n'a pas été dissous. Hein. Il n'a pas été dissous. Il n'a pas été dissous, donc l'organisation existe toujours. Donc, le problème, est-ce que le problème se posera toujours pour l'organisation, ou est-ce que vous considérez que finalement, ayant été celle qui a porté la parole et la vision politique du pire dans les médias notamment ou dans l'espace public, est-ce que vous considérez que cette hostilité s'est focalisée sur vous et que par votre départ, vous espérez y mettre un terme? Comment vous voyez la chose en fait? Alors moi je pense qu'elle s'est focalisée sur moi et sur le pire, sur le projet du pire en fait, mais il se trouve que je l'incarnais. Ouais. Il me semble que l'hostilité est dirigée contre le projet décolonial porté par le pire dans sa radicalité. Ceux qui restent actuellement au pire pensent que probablement ou probablement pas, ça sera à eux d'en faire la démonstration, pensent qu'ils peuvent continuer, à eux d'en faire la démonstration. Je leur souhaite évidemment de réussir. Pour ma part, moi, avec les démissionnaires, on pense réellement qu'on est arrivé à un point de saturation et qu'on n'arrive plus à avancer. Voilà.
Alors les raisons, elles sont d'ordre, comment dire, c'est ce que nous on appelle le champ politique blanc. C'est une coalition en fait. Hein. C'est pas le pouvoir en tant que tel. C'est pas Macron, c'est pas ni même l'extrême droite, parce qu'en fait on a des ennemis qui sont effectivement parfaitement identifiés. Hein, l'extrême droite, le pouvoir en place et ce qu'on pourrait appeler très rapidement la social-démocratie représentée par le PS. Après, dans le reste du champ politique blanc, même si les forces existantes font partie de ce que nous on appelle le champ politique blanc, restent des adversaires politiques. Il y a dans une partie du champ politique blanc, qui est en gros la gauche radicale, des possibilités d'alliance. Eh bien, dans ce segment des forces blanches, on n'arrive plus à avancer, en fait. C'est-à-dire que c'est elles qui font aujourd'hui barrage. Alors, historiquement, ça n'est pas du tout, pour nous, quelque chose qui... L'extrême gauche, qu'on appelle couramment l'extrême gauche, c'est ça que vous voulez dire? Plutôt la gauche, je préfère dire la gauche radicale, parce que D'accord. dans la gauche radicale, il y a une extrême gauche et une gauche plus molle, représentée, disons, par exemple, par Mélenchon. Ouais, Aujourd'hui en France, la gauche de gauche à partir de Mélenchon, c'est la gauche radicale. d'accord. Mais, cette gauche radicale, elle est elle-même hétérogène. Et Ouais. il y a, à l'intérieur de cette gauche radicale, il y a une vraie extrême gauche, il y a les libertaires, il y a le NPA, il y a les anarchistes, enfin, il y a plein de courants. Et tous évidemment, ne se reconnaissent pas évidemment, dans le mélenchonisme, par exemple. Donc, il y a une hétérogénéité dans la gauche radicale, mais pour autant, c'est quand même dans cette gauche-là qu'on trouve nos alliés quand on veut lutter contre l'islamophobie, par exemple, quand on veut lutter contre les violences policières. Donc, c'est dans ce segment-là qu'on trouve nos alliés, mais c'est aussi avec eux aujourd'hui qu'il est impossible de travailler. Mais d'accord, donc c'est un phénomène récent, parce que cette hostilité dont vous parliez, elle date pas d'hier. Ça fait longtemps enfin longtemps, ça fait comme de nombreuses années qu'elle est installée. Est-ce que ce qui vous a poussé à ce départ, vous parliez de ce blocage, de ces barrages au sein du segment qui vous était le plus proche, on va dire, est-ce que c'est quelque chose qui est récent ou, ou qui remonte déjà à quelques années? Ça s'est fait progressivement, mais en réalité, nous sommes nés en rupture avec la gauche. En 2005, lorsqu'on apparaît, on consomme le divorce avec la gauche, qui nous a beaucoup déçus, non seulement dans les années 80, lorsqu'elle soutenait l'antiracisme moral représenté par le Parti socialiste et SOS Racisme, alors que les militants des années 80 se mobilisaient contre les violences policières et donc contre l'État. Pour l'égalité aussi, Pour la marche pour l'égalité, mal dénommée par Marche des Beurs par la suite. Voilà. On se mobilisait contre l'État. D'accord ? Ce mouvement s'est transformé en mouvement contre le racisme de monsieur et madame Dupont et contre le racisme de l'extrême droite. Or, les marcheurs se mobilisaient contre une institution de l'État. Et c'est ça qui fait le nœud de la discorde, déjà, de départ entre la gauche et nous. Nous sommes les héritiers de ce malentendu. Vous êtes sûr que les marcheurs de 83 se mobilisaient contre l'État? Parce que ce qu'on retient, après il faudrait voir dans le détail, il faudrait une analyse plus fouillée, plus historique de ce mouvement, hein. Je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là, mais ce qu'on retenait quand même, c'était une exigence d'égalité, justement parce qu'il y avait ces discriminations, toutes ces problématiques-là. Mais là, vous dites non, ils s'opposaient à l'État en tant que structure. C'est ça que vous dites? Ah mais ils se mobilisaient contre les violences policières. C'est oui. Ça que je veux dire. D'accord. Alors je ne dis pas que le discours était aussi sophistiqué que celui d'aujourd'hui contre le racisme d'État. Je ne dis pas que c'était le cas. Je dis que la spontanéité des marcheurs, c'était contre les violences policières, d'accord, et effectivement pour l'égalité. D'accord. Donc ça c'est quand même un projet politique. Une reconnaissance par la société d'une pleine égalité. Voilà, donc on était quand même dans une certaine forme de radicalité. Cette radicalité a été édulcorée, notamment par la gauche socialiste, mais également par la LCR de l'époque. D'accord ? L'extrême gauche a aussi participé à orienter les revendications vers les revendications des marcheurs vers des solutions un peu humanistes. Et c'est ce qu'on appelle, nous, l'antiracisme moral. Donc, je disais que déjà, il y a eu donc cette première pomme de discorde. Et donc, lorsqu'on arrive dans les années 2003, il y a la loi sur les signes religieux. Et là, c'est pareil. On est déçu, une nouvelle fois, du comportement de la gauche de gauche.
Là, c'est pareil, une grande majorité de la gauche est incapable de se mobiliser contre une loi clairement raciste. Parce que Donc, ça la loi heurte de sur les plein féminicides. fouet, ça a Voilà. heurté de plein fouet quand même j'allais dire une certaine tradition, je pense pas que c'est un mot qu'on utilise forcément dans les courants d'extrême gauche, mais je vais l'utiliser quand même, anticlérical, le fond un peu idéologique, matérialiste qu'on trouve dans ces courants-là. Est-ce que finalement cette visibilité religieuse que constituait le port du voile ou du foulard, finalement heurtait pas, on l'a vu avec certaines militantes, qui étaient dans certaines associations, dans certains courants politiques de la gauche radicale, comme vous dites, qui avaient eu aussi des tensions vis-à-vis de port de turban, etc. Donc finalement, ça a heurté de plein fouet leur tradition politique et idéologique. C'est ça que vous regrettez? Non, mais là, ça c'est une des explications, mais ça ne suffit pas. En fait, cette gauche qui se dit matérialiste, effectivement, elle aurait dû comprendre que les musulmans ne sont pas simplement que des musulmans, c'est aussi la classe des prolétaires. C'est aussi la classe des prolétaires. Elle aurait dû considérer que l'État et que les forces réactionnaires, si on utilise leurs mots, s'attaquaient à la partie la plus pauvre de la société française. Voilà. Ces musulmans-là, je veux dire, pour le dire autrement, c'est pas des Saoudiens. C'est les classes travailleuses, c'est les gens c'est les travailleurs, c'est les enfants d'immigrés, c'est l'immigration ouvrière, c'est les enfants de l'immigration ouvrière. Ça, c'est quelque chose qui est complètement sorti de son champ de vision. Voilà. Et ce qu'on a revendiqué à l'époque, c'était la liberté pleine et entière d'une partie de la population, la liberté de croyance, la liberté d'être, tout simplement, et de s'exprimer dans l'espace public avec son identité, avec ses croyances, rien de plus. Rien de plus. Voilà. Et ça a été donc un moment où le divorce a été consommé avec la gauche. C'est là que nous sommes un certain nombre, et je voudrais aussi rappeler que lorsqu'on lance l'appel des indigènes, outre les personnes que j'ai nommées tout à l'heure, il y avait aussi Laurent Lévy, qui était le père des deux jeunes filles qui ont été exclues de l'école, par lesquelles à Aubervilliers, je crois. À Aubervilliers, c'est donc les deux jeunes filles, Alma et Lila, qui ont été à l'origine donc, justement, du scandale national qui a représenté l'affaire du voile en 2003. D'accord. Alors vous avez déclaré, toujours dans ce message que vous avez publié 6 octobre, vous avez déclaré partir pour ne pas assister au triste spectacle de la dégradation du pire, le pire que vous avez défini comme un outil, je cite, conçu pour la libération des indigènes. Mmh. Voilà. Alors je trouvais cette définition intéressante. Ça passe par quoi alors on reviendra à la fin de cet entretien sur quelques notions qui ont été popularisées ou diffusées par le pire. Parler de blanchité, parler de race sociale ou d'autres notions. La libération de ce que vous appelez les indigènes, ça passe par quoi finalement? Quand est-ce que vous considérez que cet objectif sera atteint finalement? Ah bah il n'est pas prêt d'être atteint. Concrètement, ça se manifesterait comment? Il n'est pas prêt d'être atteint parce que c'est une lutte acharnée contre un pouvoir qui est féroce en réalité. On a parlé de libération. Alors, c'est important de revenir sur les mots parce qu'effectivement, le mot libération me paraît extrêmement important. Et effectivement, nous avons conçu les indigènes de la République, le parti et l'outil, comme un moyen de libération. Et c'est important ce mot puisqu'en fait, nous faisions l'analyse que les indépendances n'avaient pas été achevées, les indépendances anticoloniales, les indépendances de nos pays d'origine n'avaient pas été achevées dans la mesure où les rapports de domination nord-sud continue de persister sous d'autres formes. Alors il y a l'indépendance formelle, mais ensuite il y a toutes les autres formes d'indépendance, hein, l'indépendance économique, l'indépendance financière, l'indépendance politique, culturelle. Et ça, cette indépendance-là n'a pas été atteinte pour la simple et bonne raison que le système mondial, capitaliste, impérialiste, persiste, existe. Et donc nos pays d'origine sont toujours des pays sous influence impérialiste. Est-ce que ça concerne ceux qui sont nés en France, ceux qui sont français, avec leur identité, leur richesse culturelle, mais voilà. Donc, il se trouve que nous vivons au cœur de l'État impérialiste, un des États impérialistes, c'est-à-dire la France, et qu'à l'intérieur, nous subissons un traitement, disons, d'exception, qui est un traitement discriminatoire à l'intérieur de la société française. Et donc, nous disons simplement qu'au projet d'intégration qu'on nous propose, il faut opposer un projet de libération, puisque nous sommes toujours
d'une manière ou d'une autre, des sous-citoyens, donc une forme d'indigénat qui ne dit pas son nom, puisque officiellement, nous sommes des citoyens. Donc ça, c'est le discours officiel, la mythologie républicaine fait de nous des citoyens à part entière. Nous serions les égaux de tous les autres. Or, il suffit d'observer objectivement la situation des issus de l'immigration, des Noirs, les Arabes, les musulmans, aujourd'hui en France, pour savoir qu'il y a une relégation spatiale, qu'il y a une relégation économique, que nous occupons objectivement les places dans le monde du travail qui sont les moins bien rémunérées. Nous sommes massivement au chômage. Bien, il y a une situation objective qui fait que nous pouvons affirmer que nous sommes des sous-citoyens. Et donc, parce que nous ne pensons pas que nous pouvons devenir, dans le système dans lequel nous vivons, dans l'État-nation dans lequel nous vivons, je le rappelle, capitaliste et impérialiste, nous ne pouvons pas atteindre des objectifs d'égalité réelle. Quand vous dites impérialiste, aujourd'hui, est-ce que la France a encore un empire? Parce que c'était encore valable, c'était évident, disons, jusqu'à la fin des décolonisations, même si effectivement, après il y a l'indépendance économique, la France-Afrique, enfin voilà, il y a beaucoup d'autres problématiques. Mais disons que voilà, il y avait la fin d'un empire colonial qui lui était structuré, était réel. Vous continuez à utiliser l'expression d'impérialiste ou d'impérialisme en parlant de la France. Ça veut dire quoi aujourd'hui une France impérialiste? Est-ce que la France a encore un empire? En tout cas, elle a une armée qui est répandue dans toute l'Afrique. Ça, c'est avec la collaboration des gouvernements. Donc, bien entendu, avec la collaboration ça change des les gouvernements. choses. Ça change les choses. Non, ça ne change pas les choses. C'est pas une invasion, une installation. C'est ça la définition de l'empire. Vous venez, vous prenez possession d'un territoire par la force et vous installez comme l'Empire romain, comme tous les grands empires. Alors que là, ça se fait dans le cadre de coopération. Après, je ne défends pas ça, mais... Alors, ça se fait dans le cadre de la coopération avec les élites des peuples des pays indépendants, avec les élites des pays, mais pas avec la collaboration des peuples. Les peuples, eux, sont mobilisés contre la présence française chez eux. Ça signifie une autre forme d'impérialisme. En fait, la souveraineté des peuples n'existe pas. Évidemment, donc ces peuples-là, les peuples du Sud, après leur indépendance, subissent une double peine, en fait. À la fois, ils subissent leur dictature ou leur système autoritaire local, plus la pression des pays impérialistes. Donc c'est une espèce de double peine. Donc ils sont doublement affligés par l'impérialisme, oui, bien entendu. D'accord. Donc pour nous, ça existe toujours, et par ailleurs, la France a encore de réelles colonies dans les Antilles. Là, il y a un système colonial direct, et là, il suffit d'aller interroger les Antillais pour qu'ils répondent par l'affirmative. Alors après, il y a des référendums qui se font, on a vu à Mayotte, et la majorité de la population a souhaité rester dans la France. Oui, donc c'est est-ce que c'est bien entendu, mais parce que ce sont des rapports contraints en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, les peuples qui restent colonisés peuvent craindre le départ de la France parce que leur situation économique risque effectivement de... en fait, tout simplement parce que la France, lorsqu'elle part, si elle part, en fait, se venge, comme elle l'a fait à Haïti. Par exemple, Haïti a dû subir pendant des années et des années des dettes qu'elle devait rembourser à la France. C'est-à-dire que la libération d'une colonie ne se fait pas à l'amiable. Et donc, on continue de subir le prix de l'indépendance. D'accord. Alors, Houriya Boutelja, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur votre parcours. On reviendra en fin d'entretien sur ces notions politiques qui sont importantes. Mais finalement, on sait assez peu de choses sur vous. Voilà. Peut-être savoir quel a été votre parcours, qu'il soit scolaire ou universitaire, je ne sais pas, et comment vous êtes venu à la politique, voilà. Mon parcours pas très intéressant, je fais des études de langue, anglais-arabe, j'étais à Lyon. J'ai pas milité à cette époque-là, j'ai pas milité pendant mon parcours universitaire, j'ai pas milité pendant ma jeunesse. J'ai milité en arrivant à Paris
dans le contexte de l'après-11 septembre, en fait, dans le contexte d'une islamophobie de plus en plus décomplexée, dans le contexte d'une islamophobie galopante. On se souvient donc effectivement du 11 septembre, la déflagration islamophobe au niveau international, mais également ses répercussions en France avec l'affaire du voile. Donc moi, ce qui m'a poussé au militantisme, c'est à la fois la concomitance de deux choses. Il y a eu donc l'affaire du voile, et puis il y a eu l'émergence de l'association Ni pute ni soumise. Et là... Fadela Amara. Fadela Amara. Pour ceux qui s'en souviennent. Pour ceux qui s'en souviennent. Qui a été ministre ou secrétaire d'État plutôt, plus exactement, qui a été ministre, dans le gouvernement Sarkozy. Donc ça fait un drôle de mélange. Bah, elle a été récompensée pour ses loyaux services, disons. Donc moi je me suis opposée à cette association en tant que femme, parce que j'estimais à l'époque que c'était une manipulation grossière, en réalité, raciste, parce qu'il s'agissait pour les pouvoirs publics qui finançaient Ni pute ni soumise, qui appartenait, je le rappelle, à la Maison des Potes, donc à SOS Racisme. C'était une instrumentalisation de la question des femmes contre les quartiers, contre l'islam, contre les immigrés, en fait, ni plus ni moins. C'était l'idée que le sexisme, en gros, pour aller très très vite, le sexisme des quartiers, des hommes des quartiers, était plus grave, d'une certaine manière, plus dommageable pour les femmes que le patriarcat de la société française. La société française est une société patriarcale, elle le reste. Le pouvoir français, il est entre les mains, le pouvoir économique, le pouvoir politique, il est essentiellement entre les mains des hommes blancs. Cette réalité est beaucoup moins dénoncée que le sexisme des quartiers, des pauvres, des indigènes, voilà. Et donc mon hostilité, disons, et ma critique de Ni pute ni soumise venait essentiellement de l'instrumentalisation de la question des femmes à des fins racistes. C'est ça qui vous a poussé à vous engager finalement politiquement, c'est ça ? C'est le 11 septembre, c'est Ni pute ni soumise, c'est la loi sur les signes religieux. D'accord. Et puis après, c'est la Palestine, c'est plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fait, l'appel des indigènes, il nous a permis de rassembler au sein d'une seule et même organisation, d'un seul et même projet, de réunir toutes ces questions en fait. À la fois les questions liées à l'impérialisme et les questions liées au racisme. Donc en fait, on a proposé une vision, une analyse qui permettait d'avoir une vision globale sur la situation sociale, économique et politique des indigènes de France, mais également dans notre rapport au monde. Alors 2005 a été une année importante, hein, vous parliez de l'appel des indigènes de la République qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Finalement, qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de cette époque ? On reviendra sur l'appel, sur quelques passages de l'appel pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque ou qui ne connaissent pas cet événement. Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de cette époque, de cette étape qui a été importante quand même ? C'est un moment de grande ébullition en fait. Lorsqu'on lance l'appel des indigènes, on se rend bien compte qu'en fait il se passe quelque chose. En fait, c'est comme si on avait tapé pile poil au cœur du problème. Et ça fait un espèce d'électrochoc dans l'opinion publique, ça fait un électrochoc chez les indigènes, donc les sujets postcoloniaux en France, qui commençaient maintenant, à partir de l'appel des indigènes, à s'envisager comme des sujets politiques avec une dimension postcoloniale, ce qui commençait à être évoqué dans les années qui ont précédé, notamment le MIB, qui, avant l'appel des indigènes, avait lancé cette idée de gestion coloniale des quartiers, par exemple. Et donc cette idée de postcolonialité, elle existait un peu dans l'air, et nous, avec l'appel des indigènes, on l'a entériné. On a entériné et on lui a donné du contenu politique. On l'avait théorisé. On l'a théorisé, on lui a donné du contenu politique, on a fait la démonstration, par la théorie et la pratique, effectivement, il y avait une espèce de continuum colonial. Et donc là, je disais, oui, ça fait un électrochoc à la fois au niveau de l'opinion indigène, mais au niveau de l'opinion blanche. Là, parce qu'à partir de l'appel des indigènes de la République, une notion allait surgir, qui aujourd'hui ne fait presque plus débat, c'est la notion de blanchité.
Alors, on en parlera un peu plus tard. Je vais quand même citer quelques extraits de cet appel des indigènes de la République, hein, qui date de janvier 2005, je crois. Ouais. Les populations issues de la colonisation et de l'immigration sont l'objet de discriminations politiques. Les rares élus sont généralement cantonnés au rôle de beurre ou de black de service. On refuse le droit de vote à ceux qui ne sont pas français, en même temps qu'on conteste l'enracinement de ceux qui le sont. Le droit du sol est remis en cause. La décolonisation de la République reste à l'ordre du jour. La République de l'égalité est un mythe. Il est temps que la France interroge ses lumières, que l'universalisme égalitaire affirmé pendant la Révolution française refoule ce nationalisme arc-bouté au chauvinisme de l'universel, censé civiliser, sauvage et sauvageon. Voilà, quelques extraits pour donner peut-être un ton de, Super, mais on est toujours, cet appel. on est toujours là-dedans. Alors justement, 15 ans après cet appel, qu'est-ce qui a changé en France? Est-ce que rien n'a changé? Est-ce que l'histoire n'a pas déroulé son tapis? On peut dire tout et son contraire. On peut dire rien n'a changé, puisqu'on voit effectivement avec l'actualité, notamment islamophobe, que la situation du racisme en France est de plus en plus présente. Elle est de plus en plus accentuée. L'islamophobie est de plus en plus décomplexée. Je veux dire, je vais prendre l'exemple du dernier débat sur les hommes qui se douchent en caleçon. Je veux dire, le fait que ça fasse un débat national, ça en dit long sur les névroses de ce pays et le rapport à l'altérité musulmane. Bon, ça c'est une chose. Et en même temps, tout a changé. C'est une histoire qui vient de loin, hein. Le rapport de la France. Je veux dire, les Templiers, l'ordre des Templiers avait été dissous à l'époque. Il avait été accusé de vénérer une idole qui s'appelait Baphomet, dérivée de Mahomet. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient de loin pour resituer un peu Ça vient de très loin. Ça a été réactivé avec toute l'époque coloniale. Et aujourd'hui, on est dans une espèce de post-colonialisme et ça revient, sous d'autres formes, mais ça revient. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, on peut dire que tout a changé, puisque la situation politique s'est exacerbée, certes, la situation politique est de plus en plus radicale, l'islamophobie, le racisme sont de plus en plus radicaux, mais la situation sociale, de manière générale, est de plus en plus compliquée. Hein, CF, les Gilets jaunes. Et en même temps, les choses ont beaucoup changé. Il y a eu aussi des attentats en 2015, bien sûr. Il y a eu des phénomènes de violence qui sont une réalité. Non, donc ça apporte beaucoup de complexité au sujet. La violence sociale, tous azimuts, s'est exacerbée. La violence sociale et politique. Et en même temps, je disais, les choses ont beaucoup changé, puisque j'estime effectivement que 2005 est une année charnière qui a permis l'émergence de quelque chose de tout à fait nouveau, qui est l'antiracisme politique. Et là, c'est de nouvelles manières de penser le politique, c'est de nouvelles manières de s'organiser, puisque l'antiracisme politique c'est organisé dans la totale autonomie par rapport à la gauche. Et ça, c'est une grande nouveauté, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de déclarer son autonomie, il faut la démontrer sur le terrain. Il faut la mettre en œuvre dans les rapports politiques. Il faut la défendre. C'est un travail politique de longue haleine. C'est compliqué, c'est difficile, parce qu'en fait, les forces qui empêchent l'autonomie, elles sont là, elles sont présentes. Elles sont que externes, ces forces ? Elles ne sont pas que externes, pas du tout. Je veux dire, s'il s'agit de parler de la responsabilité interne des communautés concernées par le racisme, on peut en parler, évidemment, que, en fait, il y a des complicités, évidemment, contre l'autonomie, des complicités qui viennent essentiellement de l'esprit intégrationniste de l'indigénat, mais on peut y revenir. Voilà. Et donc, je disais que des rapports de force ont été créés. Il y a aujourd'hui une nouvelle culture politique, celle de l'antiracisme politique, celle de l'idée qui est rentrée à la fois à l'intérieur des communautés qui vivent le racisme et dans les quartiers et dans le monde associatif, mais également dans la gauche blanche. Aujourd'hui, tout le monde parle de racisme systémique, tout le monde parle de racisme d'État, tout le monde parle... Quand vous dites tout le monde, vous voulez dire même les partis politiques français aujourd'hui, ils reconnaissent tous ça ? Enfin, à part peut-être l'extrême droite, je ne sais pas. L'extrême droite... Je ne pense pas qu'ils vous reconnaissent ça. Non.
l'extrême droite ne reconnaît pas qu'il y a un racisme systémique, mais l'extrême droite est bien obligée d'admettre qu'il y a une mouvance politique qui parle de ça. Donc l'extrême droite en parle. D'accord. L'extrême droite réagit à l'existence de ce phénomène politique. Le pouvoir réagit à l'existence de ce phénomène. Positionne contre, se positionne contre. D'accord. Une partie de la gauche mélenchoniste a absorbé ces questions, les recycle à partir de leur logiciel politique, peu importe, mais en tout cas, ils prennent en compte le phénomène racial. D'accord. Donc ça, c'est une victoire. C'est une victoire, c'est quasiment un miracle. Vous mettez ça sur le compte du pire Je mets ça. Alors moi, je n'ai aucun problème à mettre ça sur le compte du pire, dans la mesure où le pire est le lieu qui a proposé la théorie qui va être à l'origine, effectivement, d'un foisonnement qui ne sera pas que celui du pire, hein, parce qu'en fait, il y a plein d'organisations qui se sont organisées de manière autonome par rapport au pire, mais qui constituent, disons, la grande famille de l'antiracisme politique. Il y a un consensus, quoi. On peut mettre le CCIF à l'intérieur, on peut mettre la brigade antinégrophobie, la fondation Frantz Fanon, l'UJFP. Il y a aujourd'hui une mouvance qui se reconnaît dans l'antiracisme politique. Le pire est une des chevilles ouvrières de ce phénomène, absolument. Surtout parce que le pire a pas simplement théorisé la question de la race appliquée à la France, parce que la notion de race, elle existe depuis très longtemps, et notamment aux États-Unis. Voilà. Alors, justement. Bien entendu. Je dis simplement que le pire l'a appliqué à la France, mais ce qu'a fait le pire, c'est d'être aussi, à son niveau à lui, le gardien de l'autonomie par rapport à la gauche. D'accord. Alors, le pire, le Parti des indigènes de la République donc, a contribué à diffuser des notions politiques qui, à cette époque, début des années 2000 ou 2005, étaient assez nouvelles, hein, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a eu quand même une diffusion. Alors, justement, on a parlé du champ politique blanc, la blanchité, parfois on appelle ça la blanchitude, donc c'est quelque chose qui nous vient de la sociologie américaine, ce qui vient de la sociologie américaine à la base, au début des années 2000, donc c'est venu en France. Donc c'est quoi? Alors déjà, peut-être, voilà, qu'est-ce que vous appelez la blanchité? Je ne sais pas si ce terme exact que vous utilisez, vous parlez de champ politique blanc en tous les cas, comment vous le définissez? C'est quoi finalement? Est-ce que c'est quelque chose de racial? Alors d'abord, le champ politique blanc, c'est une notion du pire. Pas la blanchité, pas la notion de race, mais le champ politique blanc, c'est vraiment un concept du pire qui a été... Il y a une différence entre blanchité et champ politique blanc? C'est l'application, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas pris ce concept des États-Unis, par exemple. La race, oui, la blanchité, oui, bien entendu, mais le champ politique blanc, c'est vraiment un concept de Sadric Chiari. D'accord. Ce qu'on entend par blanchité, d'abord, c'est toujours un rapport social. Et c'est un rapport politique de classe, de pouvoir. Non, c'est un rapport de pouvoir. Si on parle de champ politique blanc, c'est parce qu'on pense qu'il y a une unité dans l'ensemble du champ politique blanc. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque on ne voit pas la blanchité, on voit des oppositions conflictuelles entre la gauche et la droite, par exemple. Par exemple, la notion de classe, qui serait divisée. Et il y a ceux qui représentent, disons, les prolétaires, ceux qui représentent la bourgeoisie pour aller très très vite. Et donc il y a des conflits qui ne sont pas que ceux-là. Mais essentiellement, c'est le conflit de classe. Eh bien, nous rajoutons à cela la notion de race sociale. Nous rajoutons à ça et nous disons que la question de la race, alors il y a le champ politique blanc, donc gauche-droite, il y a la notion de race qui vient diviser le champ politique blanc, qui vient le couper en deux. Et la race est aussi un système, est aussi un clivage qui n'est pas vu dans le champ politique blanc, mais qu'on peut percevoir quand on cherche à défendre les intérêts des non-blancs. Alors c'est quoi? C'est psychologique à la base? C'est une perception? Il n'y a rien de plus... Ah non, il n'y a rien de psychologique. Non, qui se manifeste, qui a des effets sociaux, mais à la base, c'est quoi? Pas psychologique, c'est parfaitement matériel. Il s'agit pour nous de mettre en évidence le fait qu'il y a un conflit de race à l'intérieur de la classe des prolétaires. Ce qu'on entend par là, c'est que les indigènes viennent du monde prolétaire, on est d'accord. Simplement, les partis politiques blancs, les syndicats, ont une tendance, par chauvinisme, à défendre d'abord et avant tout les intérêts des prolétaires blancs. Et les indigènes sont toujours la cinquième roue du carrosse. Ceux qui
les indigènes ont des problèmes spécifiques. Qu'est-ce qui les pousse à favoriser justement à considérer que à privilégier, j'allais dire, les leurs ou c'est le chauvinisme. Alors, donc c'est quoi? L'idée que les ouvriers blancs sont légitimement des Français. D'accord. Et qu'ils sont prioritaires sur le partage du gain qui vient du monde, qui vient de leur, du travail. Donc c'est l'État-nation finalement, c'est ça? C'est l'État-nation. C'est pour ça que je parle de matérialité. Nous sommes des éternels étrangers et donc notre part du gâteau est moindre. Donc ce que vous dites, c'est que l'État-nation est fondé sur une structuration ethnique, raciale, ethno-culturelle. C'est ce qu'on appelle le pacte racial. Il y a le pacte social et il y a le pacte racial. Et ça, c'est consubstantiel à l'État-nation. C'est consubstantiel à l'État-nation impérialiste. Sauf que l'État-nation est un modèle qui est présent partout dans le monde aujourd'hui, y compris au Maghreb par exemple, ou en Afrique, et qu'on voit aussi des phénomènes de rejet, de stigmatisation de certaines populations, par exemple la population africaine subsaharienne, ou la population noire, ou les minorités noires parfois, dans des pays maghrébins. Est-ce que vous attribuez ça justement à ce modèle de l'État-nation finalement, qui générerait cette exclusion un peu partout, en considérant qu'il y aurait un peuple historique, originel, qui serait légitime, et tout le reste serait étranger, et ce peuple se fonderait sur une définition ethnique. Donc là, est-ce que c'est ça votre analyse? Mais absolument. Les États-nations, la reproduction des États-nations dans les pays indépendants, quand ils ont pris leur... c'est une grande erreur historique. Pour nous, quand on est des décoloniaux, on pense que les indépendances auraient dû inventer d'autres modèles. Et surtout, ne pas reproduire le modèle de l'État-nation français. Ce qu'ils ont fait, effectivement. Et ça reproduit exactement ce qu'on dit, des frontières, un peuple légitime, des peuples qui ne le sont pas, et une concurrence entre les peuples. Et une concurrence entre les peuples. Mais il y a quand même une différence entre les États-nations des pays du Sud et les États-nations des pays du Nord. C'est que ceux du Nord ont un avantage historique qui est qu'ils jouissent de l'exploitation qui a permis l'accumulation du capital et qui est aujourd'hui au cœur des États impérialistes. Il y a une différence entre les États-nations du Sud et les États-nations du Nord. Nous, on est absolument pour revisiter et reconcevoir des formes d'État des pays du Sud, c'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'il faut rompre avec le modèle de l'État-nation. Il n'en reste pas moins qu'il y a une responsabilité aggravante des pays capitalistes, des pays des anciennes puissances coloniales, puisque c'est elles qui ont le pouvoir aujourd'hui de maintenir et de reproduire les rapports impérialistes. Et de ce point de vue-là, la responsabilité de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, elle est bien plus importante. Mais elles ne font pas d'ingérence dans le fonctionnement des sociétés de leurs ex-empires coloniaux. Mais avec plus le temps avance, plus quand même le décalage se fait aussi. Donc aujourd'hui, ils s'ingèrent tout le temps. Alors dans les sociétés, par exemple, quand on voit de ces phénomènes que j'évoquais, on voit par exemple en Tunisie, aussi en Algérie, ces phénomènes de violence exercés sur des étudiants noirs ou sur des migrants, ça va très loin. Et on voit quand même que, on voit que ce noyau-là, il se retrouve souvent. Donc c'est dramatique. Non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, je suis pas en train de dire. C'est pas juste ce que je voulais dire. C'est pas pour dédouaner la France, c'est pas ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est là qu'on voit la complexité finalement de ces phénomènes-là. C'est pas juste la France, c'est un modèle politique, quoi. Non, mais ça va de soi, puisque de toute façon, quand nous, en tant que décoloniaux, nous, on va défendre le Hirak algérien. Ouais. Donc le Hirak, il se mobilise contre quoi? Notamment contre le régime qui produit ce genre de politique. Ouais. Ça va de soi. Je veux dire, ça va de soi. Nous, notre rôle en France, c'est le soutien objectif à des mouvements comme ceux-là, sachant que notre mission n'est pas tellement de s'ingérer et de dire au peuple du Sud ce qu'il doit faire. Nous, on est là et on dit qu'il faut rompre avec la France-Algérie, par exemple. Donc notre travail ici, c'est de critiquer Macron. C'est ça que nous faisons, et c'est ça le partage militant entre nous qui sommes les décoloniaux du Nord et les anti-impérialistes, et ceux qui vivent dans le Sud. S'il y a un partage intelligent à faire, un partage militant à faire, c'est celui-ci.
Alors, Ouria Boutelja, j'avais quand même une question à vous poser sur cette notion de blanchité, de race sociale. Est-ce que finalement, alors on voit que cette notion s'est installée, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut constater concrètement, objectivement, que cette notion s'est installée dans le débat politique ou aussi dans les réseaux sociaux, dans le vocabulaire de beaucoup d'internautes. Finalement, est-ce que cette notion ne contribue pas, paradoxalement, parce qu'elle est censée dénoncer justement une réalité structurelle, etc., est-ce qu'elle ne contribue pas paradoxalement à provoquer une extension du domaine de la race, je vais me permettre cette expression, justement en généralisant ces notions blanc qui renvoient à un arabe, noir. Est-ce que ça ne risque pas de produire comment dire, d'augmenter la racialisation de la conscience publique, alors que finalement l'idée c'était de, si je comprends bien, à la base de dénoncer justement cette réalité-là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger par rapport à ça, de produire des effets pervers? Bon, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. La race est un phénomène structurel. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, elle a ses effets. Et ses seules victimes sont ceux qui la subissent, d'un point de vue racial. Donc les Noirs, les Arabes, les musulmans en France. Quand on n'en parle pas, elle existe quand même. On est discriminé au logement, au travail. On est tué par la police, on est violenté par la police, on est massivement emprisonné, les hommes en particulier. On est contrôlé massivement dans les gares, dans les aéroports, etc. etc. Ça, c'est l'effectivité de la race au quotidien. Il y a ceux qui la subissent et ceux qui n'en ont aucune conscience. Parce que la vie des autres est normale. Bien, nous, quand on apporte ce concept, on ne fait que révéler ce qui se passe dans la réalité. À partir du moment où on le révèle, et à partir du moment où on met des mots, et à partir du moment où la notion de blanchité se diffuse, à partir de là, la responsabilité, la conscience est partagée. Vous savez, nous savons. Tout le monde sait. Alors évidemment, ça radicalise l'extrême droite. On est d'accord. Mais nous, le combat politique, il consiste à convaincre suffisamment de monde dans le monde indigène, mais également dans les forces dites progressistes, celles qui se disent antiracistes, pour, d'une certaine manière, réfléchir à des coalisations, à des convergences qui fait que, avec le temps, on peut espérer faire bloc contre le racisme structurel. Évidemment, il y a une course de vitesse. Il y a une course de vitesse, effectivement. Une surenchère. Il y a une course de vitesse puisque la partie adverse, celle qui est pour réellement la racialisation des rapports sociaux, parce que nous, quand on parle de race et de racialisation, quand on parle de race, c'est dans un but de l'abolir. Ben voilà, justement. Donc nous, on veut abolir la race. Mais comment abolir la race si on ne lutte pas contre? Et pour lutter contre, encore faut-il savoir qu'elle existe. Donc soit on fait la politique de l'autruche, on fait comme si elle n'existait pas, mais nous en sommes objectivement des victimes en tant que sujets postcoloniaux, ou bien on en fait un sujet politique et on lutte à partir de là, dans le but de déracialiser. En fait, la question était de se dire que finalement ces notions qui sont descriptives, est-ce qu'elles ne vont pas aussi être prescriptives au sens où elles vont constituer une conscience publique auprès notamment des jeunes qui finalement, si l'idée c'est d'abolir ce régime-là et de le dépasser, et non pas de le renforcer ou d'en prendre acte, ou de radicaliser cette fracture, est-ce qu'il n'y a pas le risque justement de créer, notamment chez les plus jeunes, ceux qui découvrent et qui se réapproprient ces notions-là, est-ce qu'il n'y a pas le risque de créer une rupture qui serait finalement un échec par rapport à l'objectif final, qui est une abolition de ces rapports de race? Non mais ça c'est le postulat de départ de cette question, c'est de croire que ceux qui ne politiseraient pas la question par la race ne réagiraient pas avec colère si la notion de race n'avait pas été mise sur le tapis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'est simplement le fait de ne pas en parler qui réduirait la colère des gens. Mais la colère des gens, les émeutes de 2005, elles ont existé avant même que nous on parle de la race. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une explosion de rage qui s'est faite sans même la politisation de cette question en amont. La question de la race. C'est-à-dire qu'en fait, elle existe malgré nous. Donc, nous, quand on arrive, au contraire, on met des mots sur un phénomène social. Parce que nous ne disons pas que les Blancs sont des méchants par nature. C'est pas ça que nous disons.
Nous disons, la blanchité est un phénomène social, historique et politique qu'on peut dépasser, c'est-à-dire que même les Blancs ont la possibilité, dans un combat décolonial, de participer à leur propre libération, parce qu'eux-mêmes sont enfermés dans la racialisation. Ce n'est pas nous qui sommes racialisés, c'est tout le monde qui est racialisé. Les Blancs, à partir du moment où on comprend l'existence de cette catégorie politique, on comprend qu'eux-mêmes sont enfermés dans une catégorie raciale. La question c'est, veut-on renouer les uns avec les autres dans notre humanité pleine et entière? C'est ça la question. Est-ce qu'en France, on peut faire société tous ensemble à égalité, à égale dignité? Nous disons, parce qu'on a une foi dans l'humanité et qu'on pense que l'humanité est une et indivisible d'une certaine manière, parce qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule humanité, eh bien oui, nous pensons qu'en fait, il faut dépasser les phénomènes qui nous positionnent comme des ennemis les uns des autres. Le pire est un humanisme, prône un humanisme radical d'une certaine manière. C'est ça, mais bien sûr. Mais je veux dire comme les anticolonialistes, comme tous les décoloniaux. Au lieu d'encastrer les Blancs dans un groupe qui serait celui des dominants, mais d'un point de vue quasiment génétique. C'est pas ça qu'on dit. Nous, on dit, ils sont eux-mêmes les produits de leur histoire. Nous sommes les produits de notre histoire. Nous sommes tous les produits d'une histoire et de phénomènes de pouvoir et de phénomènes de société. Voilà. Et la seule manière d'y mettre fin, c'est non pas de réformer les Blancs individuellement, c'est pas ça la question. C'est de réformer les structures sociales et politiques. On parlait tout à l'heure de l'État-nation, mais repenser l'État-nation, le remettre en cause, penser une autre construction politique avec d'autres rapports sociaux, débarrasser impérativement des rapports impérialistes et donc du capitalisme, eh bien ça, oui, ça c'est un projet politique. Et là-dessus, et dans ce projet, tout le monde est le bienvenu, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de champ politique blanc, nous avons absolument conscience qu'il y a des alliances possibles avec une partie de ce champ politique blanc. Mais encore faut-il qu'il se réforme. Encore faut-il qu'il devienne décolonial. Encore faut-il qu'il cesse ou qu'il en finisse avec son propre eurocentrisme. Encore faut-il qu'il comprenne que sa priorité, c'est de défendre les couches les plus basses de la société. Ça veut dire les sans-papiers. Ça veut dire les habitants des quartiers. Ça veut dire les chômeurs. Ça veut dire tous ceux qui sont discriminés. Ça veut dire ceux qui sont les victimes des violences policières. Ça veut dire que les questions soulevées par les indigènes deviennent au centre du débat public. Il y a 15 ans, ces questions n'étaient pas au centre du débat public. Aujourd'hui, Mélenchon en fait une question politique. Ça, pour moi, c'est un succès politique. C'est un succès. Alors, il se trouve, et puisqu'on va finir peut-être avec le début de la conversation, et c'est ça le paradoxe, c'est que pour que Mélenchon admette ces questions-là, il a fallu quasiment le sacrifice du pire. C'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire. C'est qu'au moment où tout le monde... Le pire et le meilleur, finalement, mène vers le meilleur. C'est important de se rendre compte que le prix pour que le champ politique blanc de gauche s'approprie ces questions, c'est que d'une certaine manière, il faut mettre fin à l'autonomie des indigènes. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il faut continuer. C'est un sacrifice quasi... C'est pas un sacrifice voulu, je dis que c'est ce qui nous a été imposé. Quand moi je dis je pars du pire avec d'autres démissionnaires, c'est parce qu'en fait, sur le terrain politique, plus personne ne veut travailler avec nous. Je veux dire, avec la complicité des indigènes. Il ne s'agit pas de dire c'est Mélenchon. Il y a les syndicats. Je donne un exemple pour que vous compreniez exactement ce qui se passe. La marche du 10 novembre dernier, où il y a eu Mélenchon et la CGT. On avait fait un reportage, je renvoie les internautes sur les NTV. Qui était une grande marche. Oui. Que nous, on a approuvé en tant que pire. Avec plusieurs organisations, même non musulmanes, enfin voilà. Mais c'est ça. Ça a rassemblé pas mal de monde. Ouais. Eh bien, les organisateurs, qui pour la plupart étaient des indigènes, ont fait le choix de nous exclure, nous le pire. On a été exclus. Il y a des tensions sur ce champ-là, c'est vrai. Bon, notre signature a été refusée. Alors, il se trouve que, et c'est ça encore, et c'est pour ça que c'est important de comprendre que ce sont vraiment des forces qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui nous excluent, c'est pas des enfoirés de base. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui pensent que si on veut avoir Mélenchon dans cette marche, si on veut Martinez de la CGT,
on sait que eux, ils demandent à ce que des organisations comme le PIR ne soient pas conviées. Je sais pas, parce qu'il y a eu quand même des acteurs qui sont aussi radioactifs, pour reprendre Mais bien l'expression, sûr, des acteurs qui ont organisé cette marche du 10 novembre, qui sont tout aussi radioactifs, si ce n'est oui, plus encore, qui ont du été fait de exclus, leur appartenance, qui leur ont été visibilité exclus, religieuse, qui ont été exclus. non, qui ont organisé qui ont été des acteurs qui ont organisé cette Ah, marche. alors là, Et donc, je pensais que vous parliez de Islamé Info qui a été exclu, par exemple. alors, Il y bon, a c'est un des média, imams qui ont moi je été parlais exclus. de mouvement, je parlais Oui, oui. d'organisation Non, mais d'accord. sociale. Non, mais bien entendu. Mais Donc, il faut mesurer les choses à leur niveau. ouais, La recomposition, c'est-à-dire le collectif qui a créé cette marche, l'a fait dans la mesure de ce qu'il a réfléchi le contrat de cette organisation en fonction de ce que lui imposait l'extérieur. Il fallait exclure le PIR et certaines organisations musulmanes. C'est ce qui s'est passé. ça a été verbalisé, ça? Vous le savez? Bien sûr, Vous en êtes sûr? sûre et certaine. Sûre et certaine. Et lorsque Hmm. nous, lorsqu'on a envoyé notre signature après, alors, lorsque l'appel était déjà sorti, Ouais, on nous l'a aussi refusé. d'accord. Bon, je redis ce que je m'apprêtais à dire tout à l'heure. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur tel ou tel de ces organisateurs. Je dis qu'il y a une pression de l'extérieur qui les oblige à faire des choix politiques. Les choix, ça a été l'exclusion du PIR et ça a été l'exclusion de Islamé Info et de certains imams pour permettre la présence des grandes organisations blanches. D'accord. Donc voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Alors, je voudrais quand même aussi vous poser, on arrive à la fin de cet entretien, une question sur l'intégrationnisme. Vous êtes déclarée comme une fervente opposante à l'intégrationnisme. Je voudrais comprendre qu'est-ce que vous mettez comme sens, comme contenu dans cette notion d'intégrationnisme. Comment vous le définissez finalement? L'intégrationniste, c'est celui qui veut devenir un Français comme les autres. C'est le musulman, par exemple, qui veut devenir un citoyen comme les autres. Ça, c'est être intégrationniste. Alors, c'est pas un crime, a priori, de vouloir devenir un Français comme les autres. Je veux être à égalité avec mes autres concitoyens. Vous voulez dire que, alors, on sait que dans la pratique, on parlait des phénomènes de discrimination, mais j'allais dire en théorie, dans le contrat de base, c'est pas déjà le cas? Même si effectivement, il y a une rupture et un décalage entre ce que promet la République et ce qui est la réalité sociale. C'est l'objet de cet entretien. Mais vous voulez dire que le simple fait de revendiquer une citoyenneté, de considérer qu'on est des citoyens et qu'on a vocation à être des citoyens français, ça fait partie de l'intégrationnisme? Parce que là, c'est quand même problématique. Oui, mais parce que je n'ai pas terminé. Pardon. Je dis, a priori, ça n'est pas un crime de vouloir être un Français comme les autres. Mais dans le fond, ça signifie être un blanc comme les autres. Alors, qu'est-ce qu'un blanc? C'est ça la question. Un blanc, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui profite des rapports du pillage et des rapports nord-sud. C'est quelqu'un qui profite de l'impérialisme. C'est-à-dire qu'en fait, les rapports impérialistes nous nourrissent au quotidien, nous qui sommes à l'intérieur de l'État-nation. C'est ça le deal, le pacte. Quand on est anti-intégrationniste, comme c'est notre cas, nous nous disons, nous ne voulons pas être des Français comme les autres. Dans la mesure où, pour nous, ce qui importe, ce n'est pas de devenir des Français, c'est simplement de respecter l'humanité. Et nous ne pouvons pas, qu'on soit musulman ou pas, mais en étant musulman, avec la foi qui est la nôtre, avec la notion de justice qui nous habite quand on est musulman, est-ce qu'on peut accepter de profiter des rapports nord-sud, de l'exploitation du Sud, parce que c'est une partie de la richesse, elle est absorbée vers nous, et nous en profitons, qu'on le veuille ou non, et je le dis, même quand on est au RSA. Mais tous les Français ne sont pas d'accord. Tous les Français ne soutiennent pas cette politique de France-Afrique, d'exploitation économique. Mais il y a des Français voilà, qui dénoncent ça, qui militent même politiquement au sein de structures pour mettre un terme à ça. Alors d'abord, moi, je fais partie du mouvement anti-guerre, et je peux dire que les forces politiques qui se mobilisent contre l'impérialisme français sont toutes petites. Elles sont rares. Les forces politiques de gauche ne se mobilisent pas spontanément et prioritairement contre l'impérialisme. Ce qui en dit long sur ce qu'on appelle les citoyens français, puisqu'en réalité, les organisations politiques, elles portent
les projets de ceux qu'elles défendent. L'anti-impérialisme n'est pas une priorité. À partir du moment où l'anti-impérialisme n'est pas une priorité, ça veut dire que les rapports d'exploitation nord-sud nous conviennent. On ne le dit pas ouvertement comme ça, mais c'est ça dans les faits. Tant qu'on est complice de l'impérialisme sous toutes ses formes, nous sommes des citoyens complices de ce rapport d'exploitation. Je dis que nous, qui en vivons, et c'est comme ça que je commence mon livre « Les Blancs, les Juifs et nous », je dis, moi, je ne me présente pas comme étant une citoyenne, je me présente comme étant une criminelle. C'est très différent. C'est ce que je dis dans mon livre. Je suis une criminelle. Et je ne vais pas arriver devant les pays du Sud en disant « je suis une citoyenne française ». Je pense qu'il faut aller au fond de ce que nous sommes réellement dans les rapports Nord-Sud. À partir du moment où cette notion de citoyenneté, dans son rapport matériel à l'économie mondiale, fait de nous des exploiteurs, je dis que toute personne qui veut devenir un Français comme un autre, c'est un intégrationniste. C'est quelqu'un qui se satisfait de ces rapports-là. Or, notre projet n'est pas un projet intégrationniste, c'est un projet décolonial qui veut rendre sa souveraineté à tous les peuples du monde. Et nous n'avons pas le droit de continuer moralement cette exploitation. Maintenant, moi qui vous parle, tous les jours, je profite de cette exploitation. Si demain j'étais au chômage, je recevrais une indemnité chômage. Mais ça ne vient pas simplement du génie français. Je veux dire, les moyens que nous avons, ce sont des moyens qui viennent de quelque part. Et ça nous met en responsabilité tous les uns avec les autres. On est en responsabilité. Je ne crois pas que refuser sur le plan individuel le RSA ou le RMI ou les indemnités chômage ou mon salaire ou mes droits sociaux ou mes droits politiques, ça suffise à me réhabiliter d'une certaine manière devant Dieu. Ça ne me suffit pas à me réhabiliter. Eh bien, la seule manière pour moi, et c'est ce que nous avons envisagé depuis 2005 avec les indigènes de la République, c'est de nous mobiliser politiquement et de créer les conditions politiques pour nous battre collectivement contre cet état de fait. Et c'est pour ça que nous sommes des décoloniaux. C'est ça, être décolonial, et c'est ça, être anti-intégrationniste. Notre projet n'est pas de devenir des Français comme les autres, c'est de redéfinir le projet social et politique, et donc l'État, et le fonctionnement de l'État, ce qui passe nécessairement par une remise en cause du système économique, par exemple. Alors, malheureusement, l'émission touche à sa fin. J'aurais eu encore beaucoup de questions à vous poser, Roya Boutelja. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire aux éditions La Fabrique. Donc, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.